world has never seen anything like this. It is right place to be here in the Sable d'Olonne. Unbelievable. Psychologically, physically. It's the big great unknown. Bonjour et bienvenue au Sable d'Olonne, ici sur le village de la Golden Globe Race, la plus longue épreuve sportive qui soit, plus de 7 mois autour de la planète, dans les conditions de navigation d'il y a plus de 50 ans. Émission en public, vous êtes les bienvenus ici au Sable d'Olonne, dans le pavillon de Destination Les Sables d'Olonne, Destination Tourisme. La Golden Globe Race dans le triptyque des Sables d'Olonne, c'est depuis ce port et cette baie parmi les plus belles du monde que s'élance également la Mini Transat et le Vendée Globe. On va en parler d'ici quelques instants avec nos invités. Alexandre Mézières, conseiller municipal des Sables d'Olonne, délégué au plan forêt-climat. Bonjour Alexandre. Bonjour Maxime. À vos côtés, Florence Pinault, vice-présidente du conseil départemental de la Vendée. Bonjour. Bonjour. Sébastien Delannery, directeur de course de la Golden Globe Race. Bonjour Sébastien. Bonjour Maxime. Et à vos côtés, Jean-Luc Vandened, le vainqueur tenant du titre, entre autres à son palmarès, de la Golden Globe Race 2018-2019. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Tout va bien, bien remis de ce concert samedi? Ah oui, très bien. Il y avait beaucoup de monde et c'était très sympathique. Et c'est normal. Merci à vous. Avant de parler de ces 3 courses, ce triptyque Mini, Vendée Globe, Golden Globe Race, je me tourne vers vous, Alexandre Mézières. On le disait à l'instant, les Sables d'Olonne, parmi les plus belles baies du monde, 42e ville au monde à obtenir ce titre, ce label. Qu'est-ce que ça englobe? Eh bien, comme vous l'avez évoqué, 42e ville à être admis dans cette belle association des plus belles baies du monde. Alors, on a toujours l'impression que c'est uniquement la mise en valeur de la baie, mais pas seulement, puisque c'est tout l'espace naturel, tout le patrimoine naturel que l'on a. Et nous sommes riches de 1000 hectares de marais, de 1000 hectares de forêt. Et je ne compte pas les bois, le bois du Fenestro, le bois Saint-Jean, mais aussi toute l'activité... c'est ce que l'on voit sur les images. Voilà, plus belle baie du monde, ça ne concerne pas que la mer. Non, c'est pas uniquement la mer, c'est toutes les activités que l'on a, la promotion que l'on fait de la ville, la promotion de nos entreprises, la promotion de nos espaces naturels et tout ce que l'on fait pour développer ces espaces naturels. Il y a on va vous demander un petit peu de silence, effectivement, s'il vous plaît. Il y a ce patrimoine naturel qu'il faut préserver. On le voit ici à l'image. Et côté mer, eh bien, un territoire attractif, dynamique, dans lequel vous pouvez organiser des événements. Oui, tout à fait. Et puis le plus connu, c'est le Vendée Globe, mais également la Golden Globe Race. Et on a également la Mini Transat. On alterne finalement tous les ans avec une course, puisque comme vous le savez, nous sommes également la capitale mondiale de la course autour du monde en solitaire, avec pour accueillir les départs et les arrivées de nos skippers, les Champs-Élysées de la mer, qui est bordé par le chenal de la ville des Sables. Et Jean-Luc Vandened a participé à chaque fois. Vous étiez le pionnier, Jean-Luc Vandened. Première participation à la première Mini en 1977. On le voit à l'entrée ici sur le village. Le premier Vendée Globe 1989-90, vous en étiez. Et puis la Golden Globe Race 2018. Pionnier, c'est le mot qui vous convient le mieux? Oui. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé les premières éditions. C'était des éditions où on passait pour des fous. La Mini Transat, faire une transatlantique sur des bateaux de 6,50 m, aujourd'hui, c'est courant. Et il y a 80 concurrents. À l'époque, on était beaucoup moins nombreux et on n'avait pas l'autorisation par les autorités françaises de partir. Ça a beaucoup évolué depuis. Le premier Vendée Globe, on était aussi considérés comme des fous de faire ce genre d'épreuve, de rééditer cette épreuve de 68 où il fallait faire un tour du monde sans escale. Et puis la Golden Globe Race, avec les difficultés qu'il y a eu pour lancer la première. Donc tout ça, j'ai bien aimé ces premières éditions. Et je vois vos yeux qui scrutent l'écran avec la parade de la dernière Mini Transat. C'était l'été dernier ici au Sable d'Olonne avec, là encore, la définition de l'aventure, un départ retardé, également à cause de la météo, l'étape à Palma avec le volcan, et puis également des événements en Guadeloupe à l'arrivée. Donc vraiment l'aventure pour cette Mini. Et puis les Sables d'Olonne, Alexandre Mézières, qui re-signe pour les 2 prochaines éditions, c'est ça? Oui, nous avons signé pour 2023, donc il y aura bien un départ en septembre 2023, en 2025, et puis on espère pouvoir s'inscrire dans la durée, puisque au Sable, quand on fait quelque chose, c'est toujours pour s'inscrire dans la durée. On peut parler, Jean-Luc Vandened, de pouponnière, c'est l'expression de la course au large pour cette Mini Transat? C'est sûr que la Mini Transat lance des tas de jeunes
qui n'ont pas les moyens d'avoir des bateaux plus grands. Ce sont des petits bateaux, donc des petits budgets, des petits problèmes. Et en plus, c'est une classe très intéressante dans laquelle il y a une excellente ambiance. C'est une classe très ouverte, contrairement aux classes 40 ou au Vendée Globe où les concurrents ont empêché de faire ce que les architectes voulaient pour faire des étraves très arrondies, enfin modifier un peu les choses. C'est une épreuve qui est très ouverte et c'est une ambiance que j'adore. Et chaque fois que je vois les Mini partir, je me rappelle ce que c'était il y a plusieurs années. 1977, Il y a la moitié des skippers du Vendée Globe qui ont participé à la Mini, c'est ça? Oui, tout à fait. La Mini, c'est la base de ce qui va être les coureurs du Vendée Globe, c'est une évidence. Et c'est en plus un laboratoire qui permet de voir aussi comment on fait des bateaux qui avancent le plus vite possible en solitaire. Et c'est des gens qui sont très très forts. Les premiers sont vraiment très très bons. C'est une course d'apprentissage. Pardon ? C'est une course d'apprentissage. Voilà, c'est... Oui, c'est Passe plus ta Mini d'abord. C'est plus que de l'apprentissage, hein, parce que il y en a plusieurs, s'ils avaient le budget, qui seraient très très bons sur le Vendée Globe. Après, c'est une question de budget. Et l'obligation pour les organisateurs, on salue d'ailleurs Marc Chopin qui ne pouvait pas être parmi nous ce matin, on le salue, l'organisation vient de refuser des concurrents tellement elle attire cette course. Ah ben, c'est le problème de toutes ces courses-là. À partir du moment où elles ont du succès, il y a de plus en plus de concurrents et il arrive un moment où c'est plus possible de gérer, quoi, hein. Donc aujourd'hui, la Mini est limitée et même des concurrents très connus ou un peu célèbres comme Anne Liardet, par exemple, la dernière fois, n'a pas pu partir parce que le nombre de concurrents est limité. Et c'est ce qui va arriver pour le Vendée Globe, là aussi, parce que c'est pas possible qu'il y ait 60 bateaux au départ. Déjà, je trouve que 30, c'était beaucoup. 40, c'est énorme. Et on verra. Mais ce sera possible, justement, le Vendée Globe, parce que le vainqueur du précédent Vendée Globe, Yannick Bestaven, est un ancien ministre, Florence Pinault, le département de la Vendée qui organise le Vendée Globe. Vous êtes la vice-présidente. Il y a eu, avant de parler du Vendée Globe, il y a quelques semaines seulement, c'était au mois de juin, les IMOCA sur les pontons des Sables, avec la Vendée Arctique, édition ici que vous avez organisée au Sable d'Olonne, vous le département de la Vendée. Certes, ils n'ont pas pu contourner l'Islande, les marins de la Vendée Arctique, mais expliquez-nous en quoi et pourquoi c'était un succès cette édition de la Vendée Arctique. Alors c'est vrai que c'était un succès pour sa deuxième édition, puisque c'était la deuxième édition où là non plus il n'avait pas pu contourner l'Islande, hein, parce que là les éléments de la mer, ils restent ce qu'ils sont, et heureusement qu'on ne peut pas les gérer. Mais ça a été un challenge pour tous les skippers qui ont participé, et ils l'ont tous dit à leur retour. Ils ont vécu un grand moment magique de marins avec les éléments qui étaient face à eux, avec certains qui ont pu un peu les contourner, d'autres non, et donc d'ailleurs certains qui ont dû abandonner face à ces éléments de la mer. Mais c'était un challenge pour eux, et cette course pour eux est une vraie course, vraiment, qui leur permet d'aller encore au-delà de leur capacité et de leur bateau et d'eux-mêmes, puisque dans leur discours, ils parlent toujours de leur bateau avant eux, et ça aussi c'est un élément qui pour moi est important. Le bateau fait partie de leur vie, c'est comme si c'était quelqu'un qui les accompagnait, et ce tour d'Islande pour eux est magique et doit perdurer dans le temps, vraiment. Et les images que l'on voit derrière nous de ces IMOCA, hein, ces bateaux de 18 mètres 28, vous le savez, mesdames et messieurs, ces bateaux taillés pour le tour du monde lors de la traversée du Pacifique, lors du dernier Vendée Globe. Cette émotion aussi, Florence Pinault, pour les skippers, de passer dans ce chenal des Sables d'Olonne également. Alors oui, c'est vrai que le chenal, comme le disait tout à l'heure Alexandre, les Champs-Élysées de la mer, maintenant il est vraiment appelé comme ça, et ce chenal reste mythique, que ce soit pour toutes les courses au large, alors pour le Vendée Globe bien sûr, mais pour toutes les courses au large, et je dirais même plus, parce qu'on peut même se dire que, et là ça a été aussi validé avec le département, l'agglomération et la ville des Sables, quand on voit live l'Ironman, il a été sélectionné par Ironman France et même international grâce à ce chenal. Donc ce chenal est vraiment devenu mythique, mais pour tous les sportifs de la mer. En voilà une autre épreuve pour vous, Jean-Luc Vandenay. Non, l'Ironman, l'Alf Ironman avec le chenal des Sables d'Olonne à la nage, vous l'avez jamais fait ça? Ah non, pas à la nage, non.
En tout cas, vous n'avez pas raté une miette. Vous étiez sur les pontons au départ de la Vendée Arctique. Et quand les IMOCA reviennent... Évidemment, je suis toutes ces courses-là et ça m'intéresse toujours et je suis là et au départ et à l'arrivée pour voir les bateaux, voir ceux qui ont marché le mieux, voir les dégâts éventuellement que les uns et les autres ont eus et c'est toujours passionnant de les suivre. Cette course, Florence Pinault, elle était qualificative pour le Vendée Globe Oui. 2024. Oui, cette course fait partie des courses qualificatives pour le Vendée Globe. Et donc, c'est pour ça que l'on avait des skippers qui sont déjà très aguerris au Vendée Globe et donc qui ont participé à la Vendée Arctique. Mais on a pu aussi découvrir des nouvelles teams, des nouveaux skippers et qui ont été aussi présents. Et on compte sur eux pour ce prochain Vendée Globe aussi. Quels vont être les autres grands moments d'ici 2024 et le départ du prochain Vendée Globe? Alors d'ici 2024, nous aurons la New York Vendée les Sables. Et là aussi, c'est une course mythique qui a déjà eu le mérite d'exister et qui est réitérée là. Et donc avec un départ de New York jusqu'à l'arrivée au Sable d'Olonne et qui sera aussi une course qualificative. Un mot encore sur ce Vendée Globe 2024, des nouveautés. On parlait du nombre de concurrents, justement. Oui, alors le nombre de concurrents, c'est vrai qu'il était de 30 il y a quelques années. Là, on arrive à passer à 40. Et concrètement, ça sera la limite de la faisabilité, puisque à un moment donné, déjà le port n'est pas extensible. Et puis aussi pour la sécurité de nos skippers, pour tout ce que ça entraîne derrière, parce que quand on a des marins en mer, on a une sécurité, on a des directeurs de course. Et ces directeurs de course, d'ailleurs, j'aimerais les féliciter parce qu'ils sont là, ce sont des fois un peu les personnes de l'ombre, mais heureusement qu'elles sont là pour prendre les décisions, pour veiller sur nos skippers. Et sans elles, nos courses au large n'existeraient pas. Et pour moi, c'est très très important parce qu'ils ont tous nos skippers et les bateaux entre leurs mains à un moment donné. Et c'est vrai que c'est important de parler d'eux. Ouais, vous acquiescez, Sébastien Delannery, on le raconte, votre rôle de directeur de course sur la Golden Globe Race, a fortiori, mais sur les autres courses également. C'est un rôle de berger. L'objectif est quand même de les accompagner autour du monde et de tous les ramener à la maison. Mais c'est un rôle qui a commencé en amont, dans la mise en conformité des bateaux et des marins avec la vie de course, qui va se terminer cette semaine avec la délivrance des cartes vertes qui leur permet de prendre le départ. La Golden Globe Race, le Vendée Globe, la Vendée Arctique, et puis donc la Mini Transat, le triptyque Sablais. Ce sont pour ces aventures les marins, les Sablais notamment, qui en parlent le mieux. Vous les connaissez, vous allez les reconnaître. Regardez. Moi, j'ai comme l'impression que c'est la mer qui rentre dans la terre. Un bras de mer vers la terre. C'est la porte d'entrée vers le large. Ils ont tous une histoire. En fait, la première fois que je viens au Sable d'Olonne, c'est en 89, pour le premier départ de Vendée Globe. Pour moi, c'était un truc de malade, quoi. Je venais voir un spectacle monstrueux avec des fous furieux. Ils partent tous vers leur destin. Je rêve de course au large depuis que je suis enfant. Je suis tourné vers la mer depuis que je suis gamin. Pour moi, Transat, Tour du Monde, c'est des histoires humaines avant tout, quoi. J'ai l'impression que les gens se raccrochent à ces histoires. Transat, Tour du Monde, pour moi, c'est une course à grande échelle. Donc forcément, ça a une dimension assez exceptionnelle. Moi, Transat, ça me fait penser à l'aventure. J'ai fait 27 Transat, j'ai fait la Mini Transat 2 fois. Isabelle Autissier et Thierry Dubois, ils disent passe d'abord ta Mini. C'est comme passe d'abord ton bac, et après tu verras si tu es capable de faire des études supérieures. À la recherche du grand frisson, à la poursuite du grand large, ils avancent, le long des jetées, le cœur un rien pincé, même s'il bat la chamade. Ils nous font rêver. Avec l'océan, ils ne font plus qu'un. Reaching à 18 nœuds. Il devient leur plus fidèle compagnon, mais aussi leur ennemi, hostile et lunatique. Je sais pas si c'est maso, c'est forcément prendre des risques, mais ce sont des risques calculés. Mais ça fait partie du sport, ça, se faire mal.
J'oublie pas les moments durs, il y a souvent des moments très durs, des moments de doute, des moments où j'ai pleuré, des moments où j'ai eu peur. C'est un truc extraordinaire. C'est pour ça que j'en pars. Ils prennent des coups, ils s'arment de patience et de technique pour mener ces batailles, parfois au corps à corps. Peut-être que le défi en lui-même de partir faire un tour du monde en solitaire sur un bateau, c'est un peu fou. Mais par contre, voilà, les structures et tout le montage du projet en lui-même, c'est quelque chose de très fondé et quand même assez réfléchi, quoi. Je suis de toutes les courses, de toutes les grandes aventures. Au de ses 73 ans, le skipper Sablé, qui entrera une fois de plus dans la légende de la course au large des tours du monde à la voile, sans escale, sans assistance. Je suis toujours là pour ceux qui aiment s'enivrer du grand large. J'accompagne les marins avides d'aventure. Je suis le point de départ des plus grands départs. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont propices à accueillir autant de monde, à avoir des quais, à avoir aussi une identité. Le Chenal, il est assez emblématique, quoi. C'est magique, c'est vraiment là où toute la pression retombe, où on peut vraiment desserrer l'étau de cette pression qu'on a pendant 3 mois. Et là, on n'a plus qu'à se laisser porter par tous ces gens et ça fait un bien fou. Pour moi, la ville a quelque chose de spécial, c'est les sablés qui font quelque chose de particulier. Cet engouement avec la course au large, et de ce côté-là, ça a quelque chose vraiment de spécial. I love this place. I mean, it's perfect start and finish for the race. There is no better place to start a offshore sailing race, I think, nowadays in Europe and in the world. Je suis le chenal, le gardien. Je suis les sablaises et les sablais. Je suis les Sables d'Olonne, capitale mondiale de la course au large en solitaire. Je suis la ville du grand large et des grandes aventures. Avec la mer qui rentre dans la terre, la définition du chenal qu'en fait Arnaud Boissière, Alexandre Mézières. C'est jolie la ça. formule. C'est exactement ça. En fait, on a la mer qui rentre chez nous, qui entre dans la terre, et puis les sablés et les sablaises font partie de cette entité. Votre réaction, Jean-Luc Vandened, on parle de la Mini, ce triptyque, le Vendée Globe et la Golden Globe Race, en voyant toutes ces images compilées. Eh ben, disons que tout a commencé avec la Golden Globe Race de 1968, qui a été la première fois où on a essayé de faire un tour du monde en solitaire. Ça a été En réalité, ça avait commencé même avant, puisque ça a commencé par les premières transats, où il y avait 5 bateaux seulement en 1960. Puis ça a évolué avec la victoire de Tabarly en 64. Puis le premier tour du monde sans s'arrêter avec Robin Johnson, qui a été le seul à terminer. Et c'est suite à ça que s'est créée en 77 la première mini transat de 6,50 m pour permettre, ça devenait, les bateaux devenaient de plus en plus grands, les limites étaient repoussées. On voyait le Club Méditerranée, ça n'a jamais été réédité, un bateau de 72 mètres. C'est-à-dire 2 fois les ultimes actuels d'Alain Collat, qui a pris le départ de cette transat. Et un peu pour lutter contre ce gigantisme, un Anglais a eu l'idée de faire une course où les tailles étaient imposées et où il ne fallait pas dépasser 6,50 m. Ça a été la première mini-transat que j'ai donc faite, dont j'ai fait les 2 premières éditions. Et puis après, c'est recréer un tour du monde en 4 étapes. Et c'est pendant ce tour du monde en 4 étapes qu'on s'est dit, on était 5 Français à l'époque, ça serait quand même mieux de refaire comme en 68, plutôt que de faire 4 étapes un peu partout, de le faire sans s'arrêter. Et c'est comme ça que Philippe Gentot a réussi à trouver le financement et le départ au Sables d'Olonne de la première édition du Vendée Globe. Et pour terminer, Don McIntyre a eu l'idée pour les 50 ans de ce premier tour du monde en solitaire de refaire une épreuve similaire avec les mêmes moyens qu'à l'époque, c'est-à-dire pas d'électronique,
pas de pilote électrique, pas de moyens de communication modernes, sauf pour la sécurité. Et il y a eu donc l'idée de refaire une course dans les mêmes conditions. Et c'est pour ça que je me suis inscrit, c'est parce que c'était très très différent du Vendée Globe, avec des bateaux d'occasion, des bateaux de Monsieur Tout-le-Monde, pas des machines de guerre, et des bateaux qu'on achète d'occasion, qu'on retape le mieux possible et qu'on prépare pour faire un tour du monde sans s'arrêter. Et donc, la Golden Globe Race, le troisième volet de notre triptyque, aujourd'hui, Mini, Vendée Globe, Golden Globe Race. Sébastien Delannery, quand vous voyez ces images, ce récit de Jean-Luc Vandenette sur l'origine de la Mini, le Vendée Globe, et donc la GGR, en quoi elles sont complémentaires, ces épreuves, selon vous ? Elles sont très clairement complémentaires, dans le sens où la Mini, vous l'avez dit tout à l'heure, Pasta Mini d'abord, c'est la première marche pour de nombreux coureurs pour une carrière au large. Le Vendée Globe, c'est le Graal pour tout coureur en solitaire océanique. Et nous, on est le Graal pour peut-être des gens qui sont... disons que la performance, chez nous, elle n'est pas dans la recherche de vitesse, elle n'est pas dans la technologie, elle est dans la durée et dans le dénuement relatif dans lequel nos coureurs partent. Donc on est sur, en plus, des profils de navigateurs finalement très différents, mais complémentaires. Par évidemment Jean-Luc qui a couru toutes ces 3 courses. Et Jean-Luc a mentionné tout à l'heure le nom d'Anne Yardet qui a fait de l'IMOCA, qui recourt aujourd'hui en Mini. Nous, on serait ravis d'avoir une navigatrice de son talent venir jouer avec nous avec les petits escargots. Mais elle nous regarde, Anne Yardet, donc je pense que le message est passé, Sébastien Delannery, Jean-Luc Vandenette. Avec une question qu'on ne vous a pas posée depuis le début, en tout cas pas nous ici sur le plateau, Jean-Luc Vandenette, quand on vous voit forcément ému avec les images de 2018, avec ces autres images, quand vous entendez les témoignages des skippers, est-ce que ça vous titille quand même un peu ? Vous avez envie ou pas de repartir ? Vous auriez envie de repartir pour une GGR ? D'abord, si j'étais plus jeune, j'aurais envie de repartir tout court. Que ce soit pour la Mini, pour le... Bon, moi j'ai fait 2 Mini, 2 Vendée Globe et 6 Tours du Monde. Ça va, quoi. J'ai un certain âge maintenant, il faut être conscient de ses possibilités. La Mini demande quand même des qualités de souplesse et de rapidité que j'ai beaucoup moins aujourd'hui. Le Vendée Globe est devenu une épreuve assez physique là aussi, parce que les bateaux sont beaucoup plus puissants que ceux et beaucoup moins sages que ceux qu'on avait dans les premières éditions. Et pour arriver à faire ça, il faut trouver des budgets aujourd'hui qui sont monstrueux. Et la GGR, la Golden Globe Race, je me sentirais aujourd'hui capable de la faire si j'en avais envie. Maintenant, moi j'ai gagné à 4 ans, je les regarde partir, et je regarde la mer depuis chez moi. Sébastien, je vous vois prendre des notes, c'est-à-dire, vous allez lui ressortir ce qu'il vient de dire ? Non, mais c'est vrai que les marins de la Golden Globe ont ce côté finalement assez romantique et contemplatif. Maintenant, nous, on adorerait évidemment avoir Jean-Luc de retour, mais Jean-Luc, c'est aussi un peu le grand frère de tous nos skippers. Il ne le dit pas, mais tous sont venus lui demander des conseils. Il n'en a jamais été avare, et c'est superbe de l'avoir avec nous sur cette course. Des conseils, Jean-Luc Vandenette, plus sur l'aspect technique, parce que s'ils viennent vous voir en vous demandant s'ils sont prêts ou pas, s'ils doivent y aller ou pas, c'est pas bon signe, c'est ce que vous dites. Ben, c'est sûr que la préparation est un élément extrêmement important dans un tour du monde, que ce soit pour le Vendée Globe, pour la Mini, pour le GGR. Préparer un bateau, c'est très très compliqué et c'est très long, parce qu'on dépend déjà de la météo. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas influencer. On dépend, pour le Vendée Globe, de l'argent, beaucoup. Donc, préparer le bateau, c'est une épreuve. Préparer le GGR, c'est une épreuve, parce que les bateaux sont d'occasion et le règlement est extrêmement contraignant au niveau sécurité et au niveau des réparations du bateau. Et donc
il faut se préparer longtemps à l'avance. Alors c'est sûr qu'il y en a qui me demandent des détails sur l'anti-fouling, les voiles, les mâts, etc., auxquels je réponds quand on me questionne et je donne mon avis. Maintenant, ce n'est que mon avis et les gens font ce qu'ils veulent après. Mais sur l'aspect envie de participer, de se lancer pour cette épreuve de plus de 7 mois, ça vient de là. Chacun doit décider. Si on n'a pas une très forte envie, il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça. C'est une course qui nécessite un moral à toute épreuve, d'être bien avec soi-même. C'est une course où on coupe un peu sa liaison avec le monde moderne, puisqu'on n'a quasiment plus de communication avec l'extérieur. Dans le Vendée Globe, aujourd'hui, on fait des visioconférences avec sa famille, avec ses enfants, on passe Noël avec eux en visio sur Internet. Là, on part et on revient 7 mois plus tard et on apprend que, sauf cas grave évidemment, où à ce moment-là le comité de course intervient, mais toutes les communications, parce qu'ils ont quand même un téléphone satellite, toutes les communications passent par le comité de course et on n'a pas le droit d'appeler sa famille. De toute façon, on ne peut pas faire de visio ni quoi que ce soit puisqu'on n'a pas Internet sur le bateau. Alexandre Mézières, vous vouliez réagir? Oui, parce qu'on parle toujours, vous mettez toujours en avant le fait qu'il faut préparer le bateau, Jean-Luc, mais il faut aussi préparer l'homme. Parce que l'homme qui part 7 mois et qui se retrouve seul en mer, il doit être en paix avec lui-même. C'est aussi une épreuve physique, une épreuve mentale. Et ça, on n'en parle jamais. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette... Non. Non, je ne peux pas vous décrire ça parce que moi, j'ai jamais préparé ça. J'étais prêt dans ma tête, j'étais prêt à faire ça. J'ai jamais eu de coach mental, je me suis jamais posé de questions là-dessus. Quand j'ai envie, je fais et j'essaye de faire le mieux possible, de me préparer le mieux possible. Le jour du départ, c'est sûr que je suis dans mon monde à moi et que ça y est, je suis en train de partir et que c'est dans ma tête. J'ai jamais regretté, j'ai pas le souvenir d'avoir regretté de me dire qu'est-ce que je fais là, j'en ai marre, etc. Moi, je fais... Même dans les moments durs? Même dans les Avant moments le passage durs, du Cap Horn? oui, même dans les moments durs, on sait qu'il va y avoir des moments durs, on y est préparé. Si on veut pas qu'il y ait des éléments durs, des moments durs, faut pas faire ça, quoi. Hein. Faut regarder la télé. Là, c'est le dernier loup de mer qui nous parle. Donc, un homme de 70 ans qui prend la route et qui prend donc avec une expérience. Mais quand les jeunes viennent vous voir de 40 ou 30 ans qui vont prendre également la mer, qui vont embarquer pour la GGR, ils n'ont pas cette sagesse. Il est venu vous voir, Elliott Smith, avec ses 27 ans, par exemple? Non, il est arrivé très en retard. Il a d'autres sujets il a d'autres sujets à traiter que d'autres dossiers que sur la d'autres fers au feu. Et alors c'est très marrant parce que en discutant avec un des concurrents l'année dernière qui a abandonné assez vite, et Stan Bescardes, il racontait hier qu'il a travaillé comme un fou pour préparer le bateau et travaillé. Il s'est retrouvé sur la ligne de départ sans jamais avoir parlé avec sa femme, qui a travaillé avec lui énormément sur le bateau, de ce qui allait se passer une fois parti. Et quand il est parti, il s'est dit, mais on s'est à peine dit au revoir, quoi. Hein. Le bateau était fini, on est monté dessus, on est parti, salut, et on n'avait pas réalisé qu'on allait rester 7-8 mois en plus, sans se parler. Séparés, sans se parler, etc., etc. Et ça a été la raison de son abandon. Au bout de 5 jours, madame Plessier. Et oui, et il repart cette année, mais cette année, il est prêt. Il a mis 4 ans dans sa tête à s'y préparer, à préparer son entreprise, parce qu'il est aussi chef d'entreprise, donc il faut aussi considérer que pendant 7 mois, il ne va plus avoir de nouvelles de son entreprise. Il y a des gens qui s'en occupent à sa place. Et imaginons, c'est pas difficile, il suffit aujourd'hui de voir les courriers qu'on reçoit, les attaches qu'on peut avoir en permanence avec l'administration, avec la famille, avec les amis, avec les tas de gens, pour se dire mais comment je peux faire pour être coupé du monde pendant 7 mois 8 mois. 7 mois, c'est le temps du vainqueur. 7 mois, c'est vous. Le dernier, 211 il a mis jours. 9 mois. Hein. Tapio Lehtinen. Oui, il a mis... il a mis 322 plus de 10 jours. mois. Oui. 322 il a mis jours. 11 mois, pardon. Sébastien Delannery, cet aspect psychologie, Arnaud Guest qui le disait hier, moi, ma façon, et c'est une façon de répondre aussi à votre question, peut-être Alexandre Mézières, je découpe
en mois par mois. Je ne me focalise pas sur l'objectif final. Oui, on voit que leur volonté de s'isoler, elle vient de très loin et depuis longtemps. On a quand même des gens qui sont très près et qui recherchent cet isolement parce qu'ils auraient d'autres courses à faire qui seraient finalement beaucoup plus connectées. Donc ils le recherchent vraiment. Et en fait, quand on parle avec eux, on se rend compte que la voile, toute la partie voile n'est pas la partie compliquée. Il suffit de la prendre jour après jour. Le plus compliqué, effectivement, c'est la première partie, c'est quand on tourne à gauche à Cape Town et que là, on embarque dans l'océan Indien, le Pacifique, parce que ce sont des endroits très isolés, très hostiles, et dans lesquels on ne peut plus faire demi-tour. À partir du moment où vous partez vers l'Est... Florence Pinault, au moment de la... faut savoir que faire un tour du monde, pour des tas de gens, c'est un rêve. C'est un rêve souvent inaccessible, et il y en a quelques-uns qui arrivent à accéder à ce rêve. Alors, les uns, c'est avec divers moyens, dans différentes courses, parce qu'il y a de plus en plus maintenant de courses autour du monde, il y en a même en équipage. Mais la lecture de livres dans les années 60, 70, 80, Moitessier, etc. Jean-Luc Vandenel à présent. La lecture de livres ont fait rêver des générations et des générations. Et quand on arrive à un certain âge, on se dit, pourquoi pas moi, quoi ? Pourquoi ? Moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai rêvé avec les livres d'Alain Gerbaud, avec les livres de Moitessier, avec tout ce que j'ai pu lire sur les aventures des années qui nous ont précédés, des gens qui nous ont précédés, Marcel Bardiot et autres. Et donc, moi, j'ai rêvé de ça. Et quand Don a décidé de refaire ça dans les mêmes conditions qu'il y a 50 ans, je me suis dit, c'est extraordinaire de revivre un truc comme à l'époque, quoi, hein, avec des navigations à l'ancienne, où on n'est pas certain de sa position, où on n'est pas certain de la force du vent, où on n'est pas certain de la météo. Cette incertitude crée une certaine aventure. Et c'est ça qui est excitant, c'est l'aventure. L'esprit d'aventure, ça tombe bien, c'est la thématique de notre émission du jour. Merci Jean-Luc Vandenel. Un mot, Florence Pinault, sur les témoignages des marins, justement de la GGR, que vous entendiez au moment de la présentation des skippers. S'il y en a en particulier qui vous ont marqué sur cette envie de partir, de s'engager sur cette épreuve. Oui, c'est vrai qu'on se rend compte que dans toutes ces courses au large, cet esprit d'aventure, il est là. Et comme vous le disiez, toutes ces courses, elles sont complémentaires. Avec partir avec presque rien, partir avec tout. Mais au fond, on se rend compte que tout le monde part pour l'aventure, tout le monde se donne un challenge, tout le monde quitte la Terre, sa famille, ses amis, pour ce sacré tour du monde. Et pour avoir fait toutes les arrivées de la Vendée Arctique, du Vendée Globe 2007, des différents Vendée Globe, en fait, on se rend compte que chaque aventurier, chaque marin, quand il rentre, chacun rentre avec son émotion. En fait, une entrée n'est jamais pareille. Chaque entrée est différente. Chacun rentre avec son émotion, avec son histoire, avec l'aventure qu'il a pu vivre à travers les éléments de la mer que l'on ne contrôle pas, qu'on ait des moyens ou pas. D'ailleurs, on ne les contrôle pas, ces éléments de la mer. Et heureusement, c'est ce qui fait office cette aventure. Et après, je trouve que c'est important de dire aussi, on fait rêver les gens. On fait rêver les gens de la Terre entière. Et ça, c'est quelque chose d'inespéré. On le voit lui, en plus là ça a été fait dans un contexte sanitaire très particulier, le dernier Vendée Globe, et on n'a jamais eu autant de personnes qui l'ont suivi. On n'a jamais vu autant de monde qui sont sortis de chez eux, qui ont rêvé grâce à ces aventures de nos marins, de nos aventuriers de la mer. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Et je voudrais revenir aussi sur le chenal. Ce chenal, aujourd'hui, il existe, ces Champs-Élysées de la mer existent aujourd'hui pour nos marins de la course au large. Mais j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas qu'avant tout, ce chenal a existé pour nos marins pêcheurs. Et ça, je trouve que c'est important parce que c'est notre culture au Sable d'Olonne et en Vendée. Et donc, moi, ça me tient beaucoup à cœur. Et nos marins pêcheurs, à un moment donné aussi, ont osé aller plus loin, aller plus au large pour pêcher, pour voir un peu ce qui s'y passait, pour découvrir ces éléments de la mer. Et tout vient peut-être d'eux aussi. Et je trouve que c'est important d'avoir aussi un clin d'œil pour eux ce matin.
Et c'est la question qu'on posera à Pat Lawless, marin irlandais, marin-pêcheur de métier, Sébastien Delannery, je parle sous votre contrôle, qui sera au départ de la Golden Globe Race. Alexandre Mézières, merci à vous. Merci à vous de nous pour avoir invités. Votre présence ici. Florence Pinault également, Sébastien Delannery et Jean-Luc Vandened. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît, nos invités du jour. Les Sables d'Olonne, l'une des plus belles baies du monde, et l'esprit d'aventure avec ce triptyque que nous avons évoqué au cours de cette émission. Rendez-vous demain avec des marins de la Golden Globe Race spécial hémisphère sud, 2 marins sud-africains, un marin néo-zélandais, et puis également vous, Sébastien Delannery. Merci, à demain 11h. The world has never seen anything like this. It is right place to be here in Les Sables d'Olonne. Unbelievable. Psychologically, physically. It's the big great unknown.